Alors bonjour à tous, je suis, Patrick Leroux. C'est moi qui vais animer ce webinaire, pour vous présenter, Google, Éducation. Donc j'espère que tout le monde est bien installé et j'espère, également que vous allez passer un bon moment, en ma compagnie. Alors je vais, projeter en fait une présentation. J'espère que tout le monde, voit bien cette, présentation. Alors en fait, l'université, Paris-Nanterre, a mis en place, un environnement, Google Éducation pour, les étudiants, l'administration et les enseignants. Cet environnement, vous le connaissez, peut-être déjà pour certains d'entre vous, peut-être d'autres moins. Heu, L'idée en fait, des environnements, Google pour l'éducation, c'est, de proposer des solutions collaboratives, simples, efficaces pour apprendre différemment. Alors, petite introduction sur, GoWithYou, la société, que je représente, ici. En fait, donc, GoWithYou est un partenaire historique, de Google Cloud depuis, 10 ans. Nous avons fêté notre 10e anniversaire hier. Et en fait, parmi, les partenaires, de Google Cloud, en France, nous sommes le premier partenaire hein, dans le secteur public, l'éducation et le monde associatif. Donc en fait, à l'origine, de l'entreprise, il y a mon frère jumeau et moi-même, nous sommes nous sommes enfants d'enseignants et c'est notre goût, pour, l'humain, on va dire, qui nous a conduits à à proposer en fait ces services, à des personnes qui ne sont pas forcément, très à l'aise avec l'informatique, qui n'ont pas forcément, 25 ans de moyenne d'âge, mais à qui, ces solutions peuvent être, très utiles. Heu, donc en fait, heu, on est aussi devenu, en 10 ans, le premier revendeur de Chromebook en France. Donc le Chromebook, c'est un ordinateur, qui aujourd'hui, dans l'éducation, par exemple aux États-Unis, 80 des étudiants, des élèves, sont équipés de Chromebook, parce que c'est un ordinateur qui est particulièrement, intéressant dans le domaine de l'éducation. On en parlera un petit peu après. Nous sommes présents à l'international, en Angleterre, en Irlande, en Nouvelle-Calédonie. Nous accompagnons le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui utilise depuis maintenant 1 an et demi, Google Suite, heu, pour travailler et puis, on a développé aussi une application pour, la formation, en alternance, et la formation professionnelle et nos équipes de développement sont à Manille, aux Philippines. Voilà, enfin, on est un organisme de formation, professionnelle certifié Qualiopi, ce qui assure nos clients, d'un niveau et d'une qualité de formation, je vais pas dire excellente, ça serait un peu un peu manquer d'humilité, mais en tout cas la meilleure possible. La pédagogie, c'est vraiment, quelque chose, qui nous passionne et qu'on a transmis, dont on a transmis le goût à tous les collaborateurs, de GoWithYou. Alors voilà donc, pour, cette petite introduction. On va passer maintenant, plus précisément à la description de Google Cloud. Google Cloud, c'est quoi? Google pardon, for Education, c'est quoi? Alors je fais un petit lapsus, mais en fait, Google Cloud, pour préciser, Google Cloud, c'est, l'entité au sein de l'entreprise Google, qui, propose, des solutions, professionnelles, donc destinées aux organisations. J'imagine que parmi vous, certains ont déjà aussi, des comptes, gmail.com. On sait, notamment que dans l'éducation, de nombreux enseignants à tous les niveaux, en fait, utilisent, les solutions de Google pour, notamment, avoir des documents collaboratifs. On y reviendra aussi. C'est ce qu'on appelle un petit peu le shadow IT. Pourquoi? Parce qu'en fait, la différence entre un compte, gmail.com, donc qui s'appuie sur un domaine public, gmail.com, c'est un domaine public et un compte professionnel qui va s'appuyer sur un domaine privé, c'est qu'en fait, dans un domaine privé, donc vous, c'est, arobase paris, nanterre.fr,
ce domaine appartient à l'université et donc tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce domaine est propriété de l'organisation qui détient et qui a déclaré ce domaine. Donc, en fait, Google Cloud, ça adresse ces solutions aux entreprises, aux collectivités, aux associations, aux écoles, à partir du domaine privé de ces organisations. Donc, parmi les clients de Google, il y a des organisations privées très connues, hein, comme Carrefour, 400 000 utilisateurs, ou qu'est-ce que je peux citer d'autre? Un client intéressant, c'est Veolia. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que Veolia, c'est ce qu'on appelle un OIV, un organisme d'intérêt vital. Et en fait, ces organisations-là, comme les hôpitaux, les ports maritimes et quelques autres entités privées, font l'objet, en fait, ont des obligations drastiques en matière de sécurité informatique. Et en fait, Veolia, par exemple, qui a 130 000 collaborateurs dans le monde, travaille avec les solutions de Google. Et par exemple, sur les ordinateurs, chez eux, ils ont décidé d'enlever tout ce qui était PC, Windows, tout ce qui était Mac, et de mettre que du Chrome, parce que ce sont les ordinateurs les plus sécurisés au monde. Donc voilà. Google Cloud, en fait, est un opérateur de service qui va en fait proposer à ses clients d'utiliser ces infrastructures, les infrastructures de Google, hein, c'est-à-dire les data centers dans lesquels il y a des serveurs, le réseau, c'est-à-dire les câbles qui relient ces data centers et qui aussi vont transporter la data jusqu'au plus près des utilisateurs. Le fait qu'ils soient propriétaires de ces infrastructures leur permet de garantir ce plus haut niveau de sécurité à leurs clients. Voilà, donc ça, je donnais une petite précision. Évidemment, Google n'accède pas aux données de ses clients. Vous imaginez bien que Airbus aussi, qui est par exemple un des gros clients de Google, ne pourrait pas envisager de travailler en imaginant que les données puissent être captées, exploitées, utilisées à d'autres fins que des fins privées. Voilà. Donc ça, c'est important. Cette partie-là, je voulais passer un petit temps là-dessus pour vous expliquer ce qu'est Google Cloud. Alors en fait, au sein de Google Cloud, il y a une autre entité qui est dédiée à l'offre pour l'éducation. Donc l'offre pour l'éducation, c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, ça regroupe en fait trois on va dire, solutions. On a G Suite pour l'éducation. G Suite, c'est la suite collaborative, on va y revenir. On a Google Classroom, donc qui est intégré à G Suite, mais on va faire un petit focus dessus, qui est un outil en fait de diffusion de cours, de support pédagogique, d'interaction aussi avec les étudiants, qui va permettre aussi notamment de travailler en visioconférence, à distance, etc. Qui va permettre aussi de distribuer des devoirs, hein, si on peut appeler ça, et aussi de gérer ses devoirs, les notes, etc. Et puis, donc, la troisième offre, c'est tout ce qui va être autour du Chromebook. Donc, même si ce n'est pas totalement le sujet aujourd'hui, je vais quand même vous préciser un petit peu ce que c'est cette offre. En fait, le Chromebook, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant dans l'éducation? D'abord parce que ce sont des ordinateurs qui sont conçus, donc il y a toute une gamme qui est conçue spécialement pour l'éducation. Notamment, ils sont renforcés, voilà, on peut même les faire tomber par terre sans qu'ils cassent. Donc ça, c'est peut-être plus intéressant pour les jeunes élèves, mais bon, les étudiants peuvent aussi lancer leur sac pour le jeter par terre, et donc c'est intéressant d'avoir des ordinateurs renforcés. Enfin, ensuite, ce qui est vraiment, alors là, pour le coup, vraiment intéressant, c'est que le Chromebook va démarrer en moins de 10 secondes tout le temps. C'est la règle. Même s'il y a une mise à jour du système d'exploitation, en fait, l'ordinateur démarre en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est un petit peu ce qui a empêché l'usage approfondi des ordinateurs en classe ou en amphi, hein, peut-être. C'est que lorsque, en tant qu'enseignant, on ne sait pas si on va avoir des problèmes avec le démarrage des ordinateurs, c'est un petit peu un frein
Vous savez, le fameux revenez dans 20 minutes, le temps de mettre à jour le système, ça c'est un problème. Une grande autonomie de batterie aussi. Et puis aussi des ordinateurs qui en fait peuvent être administrés de manière très efficace à partir d'une console d'administration lorsque les ordinateurs appartiennent à l'établissement. Voilà, donc ça c'était le petit. Alors le Chromebook c'est intéressant aussi, c'est que ça coûte pas cher. Il y a des modèles à partir de 300 €. Et puis tout ce qui est disponible sur Android, donc sur vos téléphones Android, toutes les applications Android sont aussi disponibles dans cet environnement Chrome sur ces Chromebooks. Donc voilà ce qui fait aujourd'hui le succès de ces ordinateurs un peu partout. En France, on est souvent un peu en retard à l'allumage. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être vu pas mal de publicités sur les Chromebooks, ça commence à être assez connu. Mais en Suède, en Angleterre, en Espagne même, depuis déjà 3 ans, il se vend plus de Chromebook, de Chrome OS que de PC ou de Mac dans les usages écoles. Alors, si on fait un petit focus maintenant sur G Suite, une fois qu'on a expliqué ça, en fait, donc G Suite, c'est un ensemble d'outils qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'ils sont reliés entre eux, vous allez pouvoir le constater, qui vont être accessibles en fait depuis n'importe où et depuis n'importe quel appareil, et puis 24 heures sur 24. Donc en fait, on peut accéder à son environnement de travail depuis son propre ordinateur, depuis une tablette, depuis un smartphone, mais on peut aussi accéder à son environnement de travail depuis un ordinateur dans un business center, dans un hôtel à l'étranger, si je suis en déplacement. On n'a vraiment aucune limite. L'autre point important aussi et intéressant, c'est que je vous parlais des infrastructures de Google qui sont colossales. C'est le troisième fabricant de serveurs au monde et c'est le deuxième propriétaire de réseau IP aussi au monde. Donc, on sait que le moteur de recherche Google que vous utilisez peut-être régulièrement est toujours disponible 24 heures sur 24 avec des temps de réponse toujours excellents. Eh bien, en fait, ce sont les mêmes infrastructures qu'on utilise pour travailler, pour collaborer, communiquer, etc. Je vous parlais tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. On a des réunions, moi-même j'ai des réunions régulièrement, j'en ai au moins 2 par semaine en visioconférence. Parfois, c'est très très tôt le matin parce que c'est la fin de la journée chez eux. Parfois, je fais ces visioconférences dans le métro, dans le train, en déplacement, depuis mon téléphone mobile si je suis dans les transports en commun. Ça marche parfaitement bien et on travaille comme si on était dans le même bureau. Donc ça, c'est assez à la fois impressionnant et appréciable, et notamment dans le contexte actuel que nous subissons tous. C'est quand même très important de savoir qu'on va pouvoir continuer d'adresser les étudiants en TP ou en cours en diffusant, en utilisant ces solutions, celles que j'utilise là actuellement pour diffuser ce webinaire, en est le parfait exemple. Alors en fait, on peut découper les solutions en 5 grandes familles. Tout d'abord, on a des solutions qui vont nous permettre d'administrer, de sécuriser l'environnement. Donc ça, c'est géré par les équipes d'Abdel à l'informatique. Ils ont accès donc à une console d'administration, et au sein de cette console d'administration, on va pouvoir gérer les étudiants, on va pouvoir donc les utilisateurs, donc les étudiants, personnel administratif et vous les enseignants. Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer les droits. Par exemple, certains utilisateurs n'ont pas accès à la messagerie Gmail parce que vous utilisez une autre messagerie. D'autres, comme les étudiants, eux, ont accès à la messagerie Gmail. Donc, on va pouvoir décider pour chaque utilisateur en fonction de son profil à quelle application il va pouvoir accéder. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les utilisateurs. Donc, on va aussi pouvoir gérer les applications, à savoir quelles sont les applications qu'on autorise d'utiliser dans le domaine de parisnanterre.fr. Et puis, on va aussi pouvoir gérer éventuellement les ordinateurs. Donc, les ordinateurs, demain, si l'université décide de déployer des ordinateurs Chrome
par exemple pour le personnel administratif, on va pouvoir administrer ces appareils sans jamais avoir besoin de se déplacer entre guillemets sur l'appareil. C'est un des avantages. On y reviendra tout à l'heure du cloud. Alors, l'autre famille de solutions, c'est la partie communication. On peut aussi communiquer. Communiquer, ça va être avec la messagerie Gmail, donc qui est accessible pour certains utilisateurs. Google Meet, donc qui est accessible pour tout le monde et qui permet de faire de la visio conférence et de la diffusion en streaming, ce que je suis actuellement en train de faire pour vous. Et puis Google Chat, qui est en fait un environnement dans lequel on va pouvoir échanger plus directement, mais aussi on va pouvoir créer des groupes, on appelle ça des salons, dans lesquels on pourra aussi partager des documents, etc. Un autre ensemble de solutions, ce sont les solutions de collaboration, avec donc Google Drive, qui est un espace de stockage, en l'occurrence illimité. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir en fait, en ligne, au sein du domaine, un espace de stockage où on peut stocker tout type de fichiers, et dans lequel on va également pouvoir gérer, les droits d'accès aux dossiers, et cetera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plus avoir besoin, de stocker, de l'information entre guillemets «en local», sur son PC ou sur son Mac ou sur son propre ordinateur, mais on va stocker l'information en ligne pour pouvoir justement y accéder depuis n'importe où, n'importe quand et à partir de n'importe quel ordinateur. Au sein enfin, avec Google Drive, on va aussi avoir une suite bureautique, donc suite bureautique composée de plusieurs outils bureautiques, hein. On va avoir donc Google Docs, qui est l'équivalent de Word, traitement de texte, Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, tableur, et Google Slide, qui est l'équivalent de PowerPoint, donc pour faire des présentations. Évidemment, on a aussi d'autres types de solutions bureautiques disponibles, on y reviendra aussi. Donc ça, ce sont les principales. On va avoir des solutions qui permettent de mieux s'organiser, de travailler plus efficacement. Notamment, on va avoir un gestionnaire de tâches ici qui est Google Keep. On va avoir Google Agenda, donc qui permet aussi d'organiser les rendez-vous, etc. Et puis ici, j'ai mis un outil qui s'appelle Cloud Search, puisqu'en fait, la clé de voûte et ce qui va nous permettre de gagner énormément de temps dans ces environnements, c'est la puissance de recherche que vous connaissez peut-être déjà à titre privé lorsque vous recherchez une information sur Google. On va avoir la même puissance de recherche, mais disponible sur l'environnement, sur le domaine de l'université. Donc, ça va nous rendre de nombreux services. Ensuite, dernière famille d'outils là, qui est plutôt destinée à l'apprentissage. Donc, on a cette solution Google Classroom, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Avec Google Classroom, on pourra utiliser aussi Google Forms, que certains d'entre vous connaissent déjà. Ah, j'ai un petit problème d'affichage, pardon, je continue comme ça, c'est pas grave. Donc Google Forms qui en fait permet de faire des questionnaires en ligne et aussi des QCM. Donc ça, c'est très intéressant. On va pouvoir proposer aux étudiants de remplir des QCM et corriger donc automatiquement ces QCM. Et ici, j'ai mis un dernier outil qui s'appelle Jamboard. En fait, Jamboard, c'est à la fois un matériel, un tableau interactif numérique, donc physique, qu'on peut acquérir, mais c'est aussi une application donc, qui permet de travailler sur un tableau blanc de manière aussi virtuelle pour faire du brainstorming et donc d'être dans l'interaction, puisqu'en fait, peut-être que déjà certains d'entre vous connaissent ça, ont déjà expérimenté ça. Mais vous voyez ici, par exemple, que sur cette image, on voit qu'il y a 3 personnes qui travaillent en temps réel sur un document. Donc, on peut faire la même chose sur Jamboard, qui est une application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones ou bien à laquelle on peut accéder en ligne, tout simplement à partir d'un navigateur. Voilà. Alors, pour vous connecter en fait à vos environnements, vous allez pouvoir vous rendre sur la page google.com. Vous cliquez sur le petit bouton, je vais vous montrer ça ici, si je vais sur une page google.com. Voilà.
on va avoir un bouton ici connexion. En cliquant sur ce bouton, on va pouvoir accéder donc à la fenêtre de connexion ici, dans lequel vous allez saisir votre identifiant, nom, prénom, @parisnanterre.fr. Je ne sais plus s'il n'y a pas un point entre le nom et le prénom, mais c'est à peu près ça. On fait suivant, et là, on arrive sur une mire de connexion sur laquelle vous allez saisir votre identifiant, donc sans le nom de domaine. Hein. L'identifiant, c'est ce qu'il y a avant le nom de domaine, donc nom, prénom ou nom.prénom, je ne sais plus, ainsi que le mot de passe qui vous a été fourni par l'administration et par la direction informatique. Ensuite, vous faites se connecter et vous devez arriver sur une page. Vous allez sur gsuite.nanterre.fr. Vous arrivez sur cette page où vous voyez les différentes solutions dont je vous ai parlé rapidement juste avant. Voilà. Donc voilà pour cette partie introduction. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais passer sur la partie démonstration. Lorsque je suis connecté ici, je suis connecté moi avec un compte aussi sur Paris-Nanterre. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle le carrousel des applications ici, sur lequel je vais pouvoir accéder à l'ensemble de mes informations. D'accord? Donc là, pour la démonstration, donc je peux passer sur Google Drive. Donc là, j'y suis déjà. Je peux ouvrir ici mon agenda. Ici, dans mon agenda, bon, j'ai pas encore grand-chose, hein, mais je peux aussi, par exemple, aller sur le chat. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur le chat. Bah, Abdel m'avait envoyé un message, il faut partager ton écran. Je pense que la première partie de la présentation, mon écran était partagé. C'est après que ça s'est coupé. Et donc là, je vais dire, par exemple, merci Abdel. Voilà. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'en streaming, on n'a pas d'interaction ensemble. Lorsqu'on fait un cours, lorsque vous allez animer un cours à distance, vous aurez une interaction avec les étudiants qui pourront notamment ici chatter avec vous. Donc là, je peux aussi chatter avec Abdel, par exemple, s'il est connecté, s'il s'était connecté sur la visio, autrement que par le lien de streaming que je vous ai transmis. Donc là, je vais passer un petit peu de temps tout d'abord sur Drive. En fait, je vais passer sur mon compte personnel. Donc là, je suis passé, vous voyez, sur mon compte professionnel personnel pour vous montrer avec plus d'informations disponibles ce qu'on peut faire dans Google Drive. Donc voilà, là, je suis sur mon Drive à moi. Donc, vous voyez que j'ai une vue ici, une vue prioritaire qui me permet d'accéder rapidement à des documents en quelques clics. On a dans Drive, on a deux en fait systèmes de Drive. Ça, c'est mon Drive à moi, donc ça, c'est comme si c'était mon disque dur, d'accord? Et puis ici, j'ai mes drives partagés, et là, c'est l'équivalent des répertoires réseau que vous pouvez avoir dans des environnements Windows, peut-être plus que vous connaissez pour l'instant, peut-être mieux que les environnements Google. Mais on a bien les deux logiques. Donc là, mon Drive, où je peux aussi créer des dossiers, les partager, etc. Et puis ici, mes drives partagés, où là, où j'ai accès à des dossiers auxquels on m'a donné accès. Donc, pour illustrer, par exemple, si je vais sur ce dossier-là, vous voyez que je regarde sur ce dossier, je regarde un petit peu comment ça marche. En fait, les administrateurs de ce dossier, c'est une entreprise partenaire, hein, n'appartiennent pas à GoWizYou. Par contre, ils ont donné accès à des personnes. Ils ont rendu aussi ce dossier public, ce qui fait que moi, je peux y accéder. Et on voit qu'il y a différents rôles, lecteur, administrateur, gestionnaire de contenu, etc. Donc, en fait, dans l'université Paris-Nanterre, il y a des personnes qui vont avoir le droit de gérer et d'administrer des drives partagés. Et ensuite, ces personnes vont distribuer les rôles. Alors on peut aussi le faire par groupe d'utilisateurs ou par utilisateur nommé. Si je vous montre un autre dossier ici, vous voyez que là, je suis gestionnaire du contenu.
Donc, je vais pouvoir créer des fichiers, les déplacer, etc. Par contre, l'administrateur, ici, c'est Claude Leroux sur un domaine qui est GoWizApp. Donc, c'est lui qui gère ce dossier. Voilà. Okay, donc, on aura le temps de détailler ça. On animera vous aurez accès à des formations plus précises. Là, l'objet aujourd'hui, c'est vraiment de faire de la présentation. Alors, si je regarde ici l'ergonomie, l'interface, on va dire, on a tout le temps une barre de recherche ici en haut qui me permet de rechercher l'information comme lorsque je recherche de l'information sur Internet, sur le site de google.com. On remarque que cette barre de recherche, on va la retrouver aussi, par exemple, sur alors Gmail, si là je suis dans Gmail, sur Google Agenda, si je suis dans Google Agenda. Et puis, on a aussi la possibilité de rechercher l'information, donc avec cet outil qui s'appelle Cloud Search et qui va me permettre de trouver l'information dans tout le domaine de l'université, sur toutes les informations auxquelles moi j'ai accès, soit les miennes, soit celles que l'on m'a partagées. Alors là où ça devient particulièrement riche, et là où aussi on a besoin d'avoir des nouvelles habitudes, j'ai oublié de vous parler de la notion d'innovation, je prends juste 2 minutes, sont vraiment des solutions innovantes donc qui amènent de nouveaux usages. Et l'innovation, c'est quoi? C'est faire mieux, mais différemment. Et donc, j'aime bien prendre l'exemple de la voiture et du permis de conduire. Quand on passe son permis de conduire, on apprend à conduire une voiture avec en général un volant, des pédales, 4 roues, un moteur, un habitacle. Voilà, en gros, c'est ça. Et pourtant, quand on monte à bord d'une Tesla, par exemple, si on m'explique pas que je peux lâcher le volant, j'accède pas au bénéfice de l'innovation de pouvoir conduire en lâchant le volant. Et de la même manière, il faudra aussi qu'on m'explique, qu'on me rassure, entre guillemets, sur ce que je suis en train d'utiliser pour oser lâcher le volant. Donc ça, c'est je trouve une parfaite illustration de ce qui se passe lorsque, en fait, on commence à utiliser ces environnements. C'est que si on nous montre pas, si on nous forme pas sur l'innovation de ces environnements, finalement, on n'en tire pas de bénéfice. Donc, un des bénéfices, c'est de comprendre qu'au lieu de parcourir les arborescences de dossiers en me disant je vais aller chercher dans mon drive la facture Orange, alors le fournisseur, ça doit être rangé dans Orange, fournisseur Orange. Ah oui, là j'ai un dossier Orange. Ah oui, là dans ce dossier Orange, j'ai mes factures. Ah bah oui, mes factures 2020, elles sont là. Donc là, voilà, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude. Hein. Alors, c'est aussi bien pour rechercher que pour ranger. Donc, au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah moi, je veux en fait accéder à mes factures Orange. J'ai même d'ailleurs déjà recherché mes factures Orange ici. Donc, en quelques clics, j'accède au dossier pour accéder à mes factures. D'accord? Donc là, si je fais un aperçu de cette facture, j'ai un numéro de facture, tiens, par exemple. Donc, on est d'accord, ça, c'est un PDF. Donc, ce numéro de facture, si je suis ici et que je recherche ce numéro de facture, ah bah tiens, il me propose directement d'accéder à la facture. Alors là, j'ai la facture que je vous ai déjà montrée. Puis là, j'ai un relevé bancaire. Ah oui, bah tiens, effectivement, cette facture, elle a été prélevée sur le compte de GoWizYou. Donc, on va voir ce relevé bancaire. Alors, pardon, je l'ai ouvert pour la modifier. Donc là, je vais juste, alors pardon, je fais une petite manip différente. Je vais juste regarder l'aperçu du relevé. Je vais faire CTRL F pour rechercher la référence de la facture dans le relevé. Et effectivement, on voit que là, c'est un document qui est scanné, hein, sur lequel on retrouve le numéro de la facture. Donc, je vois que la facture a été prélevée le 31 août sur le compte en banque de GoWizYou. D'accord? Donc, ça, c'est pour illustrer la rapidité pour retrouver l'information et le fait que l'on va être amené à perdre certaines habitudes chronophages pour travailler plus rapidement. Alors, si je fais la même chose au niveau de mon outil Cloud Search ici, on va changer de recherche. Moi, je suis d'origine bretonne, donc j'aime bien le beurre. On va rechercher le mot beurre dans mon environnement. Et là, vous voyez que le mot beurre, on le retrouve dans de nombreux documents, à de nombreux endroits. Ici, j'ai un document Google Docs. D'ailleurs, ce document, il existe aussi au format Word, ici. Et ce document
contient a priori du beurre de framboise. Donc, c'est peut-être une recette. Ah non, ça doit être un menu. OK. On voit aussi qu'on est parti chercher dans Gmail, ici, les mails, certains sont très anciens, qui contiennent du beurre. Donc là, si je clique sur ce lien, je vais arriver ici dans un mail. Alors, c'était une invitation que j'ai ici et qui contenait du beurre. Si je vais dans Gmail ici, il me retrouve ce message qui est dans ma messagerie. J'ai aussi, par exemple, une image ici qui contient le mot beurre. Donc, si j'affiche cette image, on voit ici que cette image, c'est une recette, une recette qui contient le mot beurre ici. J'ai quoi encore? Ici, j'ai un PDF aussi qui contient le mot beurre. Alors, si j'ouvre ce PDF, on va voir. Voilà, donc ça, c'est une note de boulangerie. On avait fait en 2011, on avait fait un petit déjeuner client. J'avais acheté des croissants au beurre. Donc voilà, la note est scannée et on la retrouve facilement. J'aime bien par rapport à ça aussi montrer la puissance de l'indexation dans les environnements Google. Ici, je vais dans mon Google Photos. Si je recherche des poissons dans mes photos, donc j'ai beaucoup de photos dans mon environnement, bah, il me retrouve des poissons, donc tout simplement. Donc c'est vraiment très puissant. Tiens, j'ai vu Karu Kera. Voilà, donc ça, vous voyez, il est capable de lire sur une photo. J'étais en vacances en Guadeloupe. Hein. Il est capable de lire aussi sur une photo, de reconnaître des mots sur une photo. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui permet aussi d'imaginer beaucoup de choses, même en termes de pédagogie ou d'expérience utilisateur. La recherche est au cœur de la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans la plateforme? Vous voyez là, par exemple, j'avais recherché donc tout ce qui concerne UNPA. Et UNPA, en fait, bah, j'ai beaucoup de documents qui contiennent UNPA, donc je peux aussi affiner ma recherche pour dire je vais rechercher uniquement les documents de type présentation qui contiennent. Bon exemple, on va mettre Nanterre, tiens. Oups. Ah, bah alors là, c'est le coup de Jérôme Bonaldi. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous Jérôme Bonaldi. Je ne sais pas vous dire pourquoi là. Ah, parce qu'en fait, c'est pas chez moi peut-être. Gagné. Donc là, j'ai pris le parfait contre-exemple. Voilà. Il est ici, le document. Alors, on a aussi des moyens rapides pour retrouver des documents. Par exemple, ici, j'ai accès à tous les derniers documents que j'ai ouverts. Donc là, vous voyez, depuis ce matin, l'ensemble des documents auxquels j'ai accédé. On voit qui est propriétaire du document et on voit quand est-ce qu'il a été accédé. OK? Donc, si je prends par exemple ce document, je peux avoir des informations dessus. Je vois avec qui il est partagé. Je peux voir aussi ici en particulier le détail de ce qui a été fait sur ce document, qui l'a modifié, etc., qui l'a copié, etc. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous faire aussi une petite présentation sur ce qu'on appelle la collaboration. Donc, je vais en fait créer un dossier ici que je vais appeler UNPA démo enseignant. Hop. Donc, on voit que lorsqu'on crée un dossier, on va être sur notre Drive. Si je regarde comment ce dossier est partagé, par exemple, on va voir que pour l'instant, ce dossier, j'en suis propriétaire. Il est partagé avec personne. Il n'y a que moi qui le vois. Et donc, je vais pouvoir le partager avec, par exemple, Abdel, qui lui est extérieur à mon organisation GoWithYou.
et je vais pouvoir indiquer ce dossier, comment je le partage avec Abdel. Est-ce que tous les fichiers qui seront dans ce dossier, je veux que Abdel puisse y accéder en tant qu'éditeur, c'est-à-dire lui permettre d'organiser, d'ajouter ou de modifier des fichiers qui seront créés dans cet environnement. Donc, je vais mettre Abdel et puis je vais mettre, alors, je vais essayer de mettre une élève, donc Ilona, dans un environnement qu'on essaiera d'utiliser tout à l'heure. Et puis, je vais mettre... bon, ça suffira pour faire la démonstration. Donc là, en fait, lorsque j'envoie ce partage, entre guillemets, je partage le document avec des personnes qui sont à l'extérieur de mon domaine. Donc, on me précise bien, attention, là, tu es en train de partager un document, un dossier, pardon, partagé avec l'extérieur de ton domaine. Donc, on a toujours cette notion de sécurité qui fait qu'on est prévenu dès qu'on ouvre un petit peu vers l'extérieur. Alors, une fois que j'ai fait ce partage, alors je pourrais aussi le partager encore plus. Ici, si vous voyez, en fait, le domaine, pour l'instant, il est aussi accessible à tous les membres de GoWithYou grâce au lien qu'on a ici. Ce lien, donc, c'est un lien unique qui me permet d'accéder à ce dossier. On va voir que je peux ouvrir ce lien pour dire, bah, tiens, je le rends accessible à tous les utilisateurs qui ont eu ce lien, et je dis, par exemple, tous les utilisateurs qui disposent de ce lien vont pouvoir accéder aux documents de ce dossier en lecture ou en éditeur. Bon, je vais mettre en lecture, ça sera déjà pas mal. Alors, quand je vais dans le dossier en question, vous voyez ici dans la partie supérieure, ici, vous voyez qu'il y a l'identité de ce dossier. Ça, c'est un numéro unique qui permet d'accéder à ce dossier. Alors, quand je suis dans ce dossier, je vais pouvoir créer différents types de documents. Vous voyez qu'on a ici les documents que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis on a aussi d'autres types de documents comme des dessins, des maps, des sites. On peut créer aussi des sites facilement. Et puis, on peut aussi créer d'autres types de documents. Google Data Studio, ça c'est pour faire des statistiques. Hein, c'est ce qu'on appelle de la BI, la Business Intelligence. Jamboard, je vous en ai parlé aussi, puis d'autres types de documents, okay, ou de fichiers en tout cas, des vidéos, etc. Donc là, je vais faire quelque chose de simple pour commencer. Je vais créer un document de type Docs. Donc, je commence toujours par nommer mon document. Donc là, je vais toujours garder, ça c'est une règle de nommage qu'on s'impose chez GoWithYou. Je vais mettre des mots enseignants. OK. Donc, ce document qui a été créé dans le dossier, on voit qu'il a hérité des mêmes droits de partage que le dossier, puisque c'est la philosophie en fait qu'on retrouve systématiquement dans les dossiers partagés partout. Et donc, sur ce document, je vais pouvoir travailler simplement. Hein. Alors, comme je suis un peu feignant, je peux tout à fait faire de la saisie vocale, par exemple. Je suis en train de faire une présentation des outils de Google for Education. Ces outils sont des outils collaboratifs très puissants. Donc, vous voyez que, alors je peux avoir des petites fautes. On va corriger les fautes simplement. Et puis, je vais comme ça gagner du temps. Donc ça, c'est la saisie vocale. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en fait maintenant avec mon téléphone. Je vais faire une petite manipulation qui va vous permettre de voir que avec mon téléphone, je peux aussi travailler. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me connecter au document sur mon téléphone. J'ai mon téléphone en main. Tap. Donc le document est visible. Je ne sais pas si vous voyez mon téléphone ici. Je vais faire une petite manipulation pour que vous voyez. Donc là, en fait, sur mon téléphone, voilà, je vais accéder au document. Donc on voit que le document est visible. Je vais aller sur le document pour le modifier. Et je vais écrire, voilà, je suis sur mon
téléphone. Voilà. Donc, si on retourne, je vais repartager mon écran. Voilà, on voit effectivement que ce que j'ai pu saisir sur mon téléphone est bien présenté ici. J'ai d'autres outils intéressants. Par exemple, je vais marquer Université Paris-Nanterre. Voilà. Université Paris-Nanterre. Je vais faire une recherche, je vais explorer le mot Université Paris-Nanterre sur le web. Donc, on voit ici qu'on accède au site web de l'Université Paris-Nanterre en un clic. Et puis ici, je vais regarder s'il y a des images. Et oui, effectivement, il y a des images. J'ai le logo. Donc, en fait, je peux simplement ici ramener l'image Université Paris-Nanterre dans mon document. Donc, hop, j'ai une petite mise en forme pour ce document. Donc ça, c'est aussi très simple. Donc si on regarde, évidemment, sur le document sur mon téléphone, il présente aussi l'image qui vient d'arriver sur le document. Alors, ce qu'on peut faire aussi d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir collaborer en fait au sein d'un document. Par exemple, ici, je peux dire, tiens, je vais faire un commentaire, et puis je vais dire à Ilona, qui est donc une étudiante avec qui j'ai partagé ce document, merci de relire ce passage qui mérite d'être précisé. Et là, ce que je peux faire, c'est que je vais attribuer une tâche à Ilona qui va être donc notifiée de mon commentaire dans ce document, et qui va pouvoir donc le prendre en compte, le traiter, et puis ensuite dire j'ai fait le nécessaire. Donc, comment ça marche? En fait, elle va être notifiée, mais on peut aussi retrouver ici dans Drive tous les documents sur lesquels on m'a attribué une tâche. Voilà. Donc là, il y en a un certain nombre sur lesquels je peux aller dire, tiens, j'ai traité cette tâche. Je vous montre par exemple sur une feuille de calcul, on a le même principe. Voilà, donc là, on a travaillé sur une consultation justement, et là, en fait, j'ai attribué une tâche pardon, on m'a attribué une tâche, donc Sylvain m'a attribué une tâche, et là, je peux dire OK, fait, et puis je réponds. Donc, on a un fil de discussion dans le document, et je peux fermer la tâche qui m'avait été attribuée. Donc là, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour travailler à plusieurs, et travailler soit en direct, en live, on peut être à plusieurs sur le document, soit en mode collaboratif, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça aurait été super si Abdel avait pu accéder au document. Je ne sais pas s'il suit en direct ou pas la visio, mais il aurait pu aussi noter des choses dans le document. Pourquoi je disais ça? Parce qu'en fait, ici, on va se rendre compte que il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on modifie un document, toutes les modifications du document sont enregistrées. Donc là, il n'y a que moi qui ai modifié ce document, mais ici, si je veux voir ce qui a été fait ici à 10h44 par Patrick, Patrick a écrit Université Paris-Nanterre. Et donc, je peux suivre comme ça toutes les modifications qui ont été faites. Donc, si on est plusieurs à modifier ce document, je vois qui a fait quoi, quand, etc. Donc, ça, c'est intéressant dans le cadre de l'enseignement, parce que sur un travail de groupe, on peut aussi tout à fait voir quelles sont les contributions des uns et des autres dans le document. Et puis, évidemment, on peut, en cas de nécessité, revenir à une version antérieure du document. Je prends 2 minutes pour expliquer justement voilà. Merci Abdel de ta contribution. Super, donc Abdel est en train de suivre la visio, et vous voyez que justement, si je vais sur l'historique des versions, je vais afficher, on voit que Abdel a modifié le document, et on voit ce qu'il a modifié dans le document. Vous voyez? Donc, merci beaucoup Abdel. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant
je pense, hein, c'est un avis partagé par nombreuses personnes. Alors, on a aussi beaucoup de possibilités. J'aime bien montrer, parce que quand on parle d'innovation, parfois, vous savez, sur un clavier, on cherche des caractères. Moi, sur mon clavier, je ne sais pas faire le caractère oméga. Bah, voilà comment on introduit le caractère oméga sur un document. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes. On a aussi un outil, alors je ne sais pas s'il y a des mathématiciens parmi vous, mais on a aussi un outil pour saisir des équations. Alors, je maîtrise pas forcément cet outil, mais il existe. Et puis ensuite, on a aussi la possibilité donc d'ajouter des outils dans ces documents en allant simplement voir sur la marketplace, hein, les outils possibles. Donc, vous voyez qu'il y a des outils pour faire des schémas, Lucidchart. Il y a des outils pour faire tout un tas de choses. Donc après, quand on a la connaissance de ces outils, on a vraiment un environnement qui devient extrêmement riche aussi dans Google Docs. Voilà, donc je voulais passer un tout petit peu de temps là-dessus. C'était aussi pour vous faire comprendre la philosophie. Alors, il y a un outil en particulier que je vais vous présenter qui est… alors, où est mon dossier? Je crois que je l'ai appelé, voilà, il est là. Hop. Donc, il y a un outil particulièrement intéressant que je vais vous présenter qui est Google Forms. Google Forms, en fait, c'est donc, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est un outil qui va me permettre de créer des questionnaires. Donc là, par exemple, je vais faire questionnaire enseignant. OK. Et donc, en fait, on peut créer des questionnaires avec différents types de questions. On peut même permettre d'importer des fichiers, je veux dire n'importe quoi, mais si je veux faire un questionnaire de dépôt de candidature, je peux tout à fait demander aux candidats de me déposer leur CV sur le questionnaire que je leur soumets. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple, hein, parce que l'objectif, c'est pas d'approfondir ici les connaissances, mais là, je vais poser la question, donc non. Je vais rendre la question obligatoire. Je vais dupliquer cette question pour poser la question âge. Voilà, donc là, âge, il détecte, vous voyez, automatiquement qu'il s'agit, il me propose le format en fait de la question. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Je ne vous ai pas encore dit ça, mais on a une utilisation de l'intelligence artificielle à tous les étages. Et puis ici, je vais mettre couleur préférée, par exemple. Couleur préférée. Voilà, donc là, ça va plus être un nombre, ça va être du texte. Et puis dernière question, pour changer, je vais faire une question ici, c'est que pensez-vous, je vais dire de G Suite. Voilà. Puis là, je vais faire une échelle de 1 à 5 avec bof, ça c'est 1, et 5, ça c'est waouh. Voilà. Ce sont des questions obligatoires. Je peux, par exemple, ici, améliorer un petit peu la forme de mon document. Je vais choisir une image. Tiens, je peux importer, je vais importer un fichier. Je vais voir si je trouve le logo. Logo Paris. Non, alors UNPA, je vais mettre UNPA. Enlève tes moufles. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Hop, donc là, je vais intégrer le logo. Alors, vite fait, hop, je vais charger. Voilà, donc là, vous voyez qu'il me propose des couleurs qui sont adaptées aux couleurs du logo. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire oui, ça m'intéresse de collecter l'adresse mail des personnes qui vont répondre. Et puis là, ce que je vais dire, c'est le formulaire. Soit je le laisse accessible uniquement quand c'est en interne, donc sur le domaine GoWizU, donc à l'intérieur de l'université. Soit, par exemple, si je veux faire une enquête publique, je vais
ouvrir le formulaire, la possibilité d'y répondre en dehors de l'université. Ici, je peux afficher une barre de progression, afficher un lien pour envoyer une autre réponse. Ici, je vais dire merci de votre contribution. Hop. Et puis ici, on voit qu'on peut aussi convertir le formulaire en QCM. Donc, si je convertis le formulaire en QCM, on aura d'autres options. Ça, vous les verrez quand on fera des formations. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que les réponses, je vais aller les collecter dans une feuille de calcul, simplement, donc qui va porter le même nom que le formulaire. Voilà, donc là, on est en train de créer la feuille de calcul qui se crée automatiquement. Et vous voyez que dans la feuille de calcul, on va avoir un horodateur, on va avoir une adresse mail, celle de la personne qui répond, son nom, et ensuite ses réponses, tout simplement. Je peux regarder ici à quoi va ressembler mon formulaire, vous voyez. Et donc, je peux même compléter le formulaire ici, par exemple, pour tester. Je vais mettre bleu, ok. Et puis, moi, je trouve que c'est plutôt waouh. J'y suis. Donc, j'envoie la réponse et on va constater ici qu'on a reçu un premier élément de réponse sur le formulaire. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que ce formulaire, je vais pouvoir l'envoyer. J'ai plusieurs manières d'envoyer le formulaire. Soit je le transmets par mail, je vais l'envoyer, par exemple, à mon compte perso. Hop, je vais l'envoyer, tiens, pourquoi pas à mon épouse. Je vais l'envoyer à Abdel, ici. Oups, pardon, je crois que j'ai pas choisi l'adresse d'Abdel. Voilà. Je peux mettre l'objet, je peux mettre un message associé, je peux même inclure le formulaire dans l'email. Et donc, je vais pouvoir envoyer le formulaire. Vous voulez vraiment inviter les utilisateurs n'appartenant pas au domaine. Donc là, vous voyez, dès qu'on sort du domaine, on me dit vraiment, est-ce que tu es sûr de vouloir sortir de ton domaine? Donc, je confirme. Et donc là, un formulaire va être envoyé aux différents destinataires. Une autre façon de transmettre un formulaire, ça va être simplement récupérant une URL. Donc là, si je copie cette URL, je vais pouvoir transmettre le formulaire, pourquoi pas d'ailleurs ici dans le chat, à toutes les personnes qui participent avec moi à la visioconférence. Voilà, donc là, j'envoie le formulaire. Si les gens qui sont avec moi cliquent sur ce chat, ils vont pouvoir aussi accéder au formulaire simplement. D'accord? Donc là, je vais dire, tiens, une autre personne. On va mettre, peu importe, hein, l'adresse ne va pas être vérifiée. Hop. Je prends l'identité de mon frère, mais comme on est jumeaux, c'est plus simple. Je connais même son âge par cœur. Et sa couleur préférée, je sais pas. Je vais dire vert. Bon, je sais qu'il est aussi fan de G Suite, mais je vais mettre 4 juste pour le fun. Donc là, en fait, on voit que on a normalement une deuxième ligne dans notre feuille de réception. Voilà, effectivement, on a une deuxième ligne. Le formulaire a été complété à 10h57 ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi ici dans la feuille de calcul qui reçoit les réponses, on peut mettre en place des règles de notification. Et donc, je vais dire, chaque fois qu'un utilisateur envoie un formulaire, moi, je vais être prévenu immédiatement par mail. D'accord? Donc là, j'ai mis en place une règle de notification qui va me permettre de savoir. Ça serait super si Abdel pouvait aussi compléter le formulaire qu'il a dû recevoir. Moi, je vais compléter... alors, je vous fais toute la famille Leroux, là. Hop. Voilà. Je vais mettre Sandra. Je suis carrément très précis. Et puis, je vais mettre... tiens, allez. On va rester dans le classique. Voilà. Hop, j'ai une autre réponse qui m'a été transmise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les réponses, en fait, sont aussi accessibles depuis le formulaire ici.
Donc, ici, on voit que les réponses sont reçues. Et on voit aussi qu'on reçoit on a des graphiques pour chaque question. Donc, je vais pouvoir copier le graphique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une présentation slide ici pour présenter les résultats. Alors, je vais choisir un thème. On va prendre... moi, j'aime bien ce thème-là. Okay, donc là, je choisis un thème. Je mets résultat de l'enquête. Résultat de l'enquête. Couleur, âge et couleur. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à afficher les résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, donc reprendre ce graphique. Ok, je l'ai copié et donc je peux le coller ici. Je fais un copier-coller. Là, on me crée une image. Donc, c'est sympa une image, mais l'inconvénient, c'est que l'image est figée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas ici se mettre à jour en fonction de l'évolution de mon questionnaire. Donc là, c'est note d'appréciation. Okay. Donc, par contre, ce que je pourrais faire aussi, c'est à Abdel... on a les mêmes goûts, Abdel. Hein, toi aussi, c'est le bleu, alors. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que en fait, cette information-là, on va voir ce que l'intelligence artificielle peut me permettre de faire en un clic. Simplement, ça peut me permettre en un clic d'obtenir un schéma, donc, un graphique. Donc là, vous voyez, je vais prendre ce graphique. Bon, après, je peux aussi modifier le graphique. Hein, c'est très, très riche. Là, c'est pas le but de changer les couleurs, etc. Mais je peux aussi tout à fait faire ça ou prendre un graphique. Bah tiens, est-ce que je vais vite tiens, on va quand même le faire vite fait. Hop, on va fermer ça. On va dire modifier le graphique. Et puis, vous voyez, on peut encore davantage modifier. Personnaliser. Ah oui, voilà. Non, ce que je voulais, c'était prendre un graphique plutôt en secteur. Ah, ça, c'est pas mal comme... et puis, on va mettre répartition plutôt que nombre. Répartition de couleur préférée. Voilà. Donc là, j'ai un schéma. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma présentation, je vais aller présenter ce résultat aussi. On va le faire ici, tiens, par exemple. Et là, je vais faire insérer un graphique que je vais retrouver depuis mes feuilles de calcul. Donc là, il va me mettre naturellement, enfin j'espère naturellement, ici, vous voyez qu'il y a d'autres personnes que moi qui travaillent en même temps. Hein. Il y a quelqu'un qui a modifié ce fichier-là à 11h01. Moi, j'ai modifié ce fichier-là. Donc, il me propose toujours les derniers fichiers modifiés en premier, toujours dans l'idée de gagner du temps. Et là, effectivement, je retrouve mon graphique qui est là, super. Donc, la différence entre ce graphique-là qui est une image et ce graphique-là qui est en fait un graphique importé, c'est que évidemment, lorsque je vais compléter, ce qu'on va faire, c'est que je vais compléter, pardon, c'est ici. Je vais recompléter, on va y arriver. Ici, je vais mettre nubia.le.roux@gmail. Ça, c'est une adresse fictive. Gmail.com. Je complète juste Nubia. Hop. Et là, je vais mettre, qu'est-ce qui me manque comme couleur rouge. Voilà. OK. Donc là, j'envoie une nouvelle réponse. Donc là, effectivement, on voit que mon graphique a évolué. Et ce qui est assez sympathique, c'est qu'on voit ici que dans mon Google Slide, mon équivalent PowerPoint, je peux aussi mettre à jour le graphique naturellement. Donc, ce qui est assez sympa, c'est qu'effectivement, on prend conscience que tout se passe donc dans mon environnement sécurisé, cloud, rien ne se passe sur mon poste de travail et on a une interaction, une mise à jour immédiate de toutes les informations avec une richesse d'interaction, de collaboration importante. Donc, vous voyez qu'ici aussi, on a toujours l'historique des versions de la même manière que dans notre document
dans notre document tout à l'heure. De la même manière, ici, on va avoir aussi l'historique des versions. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a même, là, on va avoir pour chaque réponse, hein, alors c'est anonyme ici puisqu'on on se connecte pas pour arriver sur ce document. Et on a même la possibilité, je vais vous montrer ça. Par exemple, je vais changer la couleur ici, je vais mettre noir. Ici, si je fais clic droit, je peux afficher l'historique des modifications sur une cellule. Donc, vous voyez ici, Patrick a modifié la couleur, la valeur vert qu'il a remplacée par noir. Donc, c'est vraiment très puissant. D'accord. Au niveau des feuilles de calcul, pareil, on a évidemment toutes les possibilités d'écrire des macros. On a la possibilité aussi de travailler sur ce qu'on appelle du big data. Vous voyez ici, on a des connecteurs vers du BigQuery, donc pour traiter des sommes, enfin des quantités astronomiques de données. On a aussi la possibilité d'accéder à des modules complémentaires sur ces documents de type feuille de calcul. Voilà, pour la partie bureautique pure, on va dire, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est me projeter dans Google Classroom. Donc, pour faire ça, ici, vous voyez toujours mon écran. Simplement, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez accès à l'application Google Classroom ici. Voilà. Donc, ici, en fait, j'ai la possibilité de créer des cours ou de rejoindre un cours. Mais bon, moi, en tant qu'enseignant, je vais créer un cours et je vais dire un cours sur statistiques. Voilà. Statistiques niveau 1. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de Classroom, mais je vais quand même essayer de vous faire, de vous montrer l'intérêt de la chose. Donc là, ce qui se passe, c'est que en back office, si on peut dire ça comme ça, il se passe un certain nombre d'opérations liées au fait qu'on crée un cours, notamment dans Google Drive. On va créer un dossier qui va permettre de stocker l'intégralité de ce cours. Alors, comme ici, c'est montré, hein, je vais pouvoir créer des annonces. Donc, j'ai des flux ici, un flux d'échange avec mes étudiants. Je vais pouvoir réutiliser les annonces donc d'une année sur l'autre ou alors pour tous les cours dont je suis enseignant. Ensuite, ici, je vais pouvoir créer des travaux et des devoirs. Donc, voilà, ici, des devoirs, des questionnaires, des questions, des documents, faire des posts, etc., modifier des thèmes. Je vais pouvoir également donc inviter des participants. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas forcément les élèves, même si, alors, je ne sais pas si elle va être là. Je fais un test. Non, je la vois pas ici. Alors, peut-être que comme ça, je vais la voir. Voilà, elle est là. Je me permets parce qu'en fait, Siobhan Blanquet, c'est ma nièce. Donc, elle est à l'université Paris-Nanterre. Donc, je crée une invitation pour elle sur ce cours. Je l'ai prévenue que je faisais une présentation. Et donc, bon, je pense pas qu'elle accepte l'invitation tout de suite. Mais donc là, on va pouvoir inviter des élèves soit individuellement, soit par classe, en fait, puisqu'on peut aussi travailler sur des classes. D'accord. Donc là, c'est la façon dont je propose aux élèves de me rejoindre. Et puis ici, je vais pouvoir avoir, on verra plus tard, des notes. OK. Alors, ce que je peux faire aussi d'intéressant, c'est que je peux déclencher, en fait, créer des liens pour ici convier les élèves au cours. Donc, pour l'enseignement à distance, on va pouvoir, en fait, utiliser ce lien lorsque les élèves voudront rejoindre ce cours. Donc, vous voyez ici, je clique et là, j'ai un cours, enfin, j'ai une salle quelque part qui a été créée et qui me permet ici d'animer mon cours. Et je peux ici
inviter pardon, des personnes à me rejoindre sur ce cours. Alors, je ne sais pas si Abdel va recevoir l'invitation, mais pourquoi pas? On va voir, on va patienter un petit peu. Alors ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a en fait dans notre Drive un dossier qui s'appelle Classroom, dans lequel on va retrouver ici tous les documents associés à ce cours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un petit Google document, ok, dans ce cours, et je vais l'appeler statistiques intro. Ok, là je vais poser une question, c'est à quelle époque la notion de statistique est née. Waouh, je suis en forme ce matin pour poser une question comme ça. C'est pas mal. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais faire une petite insertion, par exemple, de tableau, ok, pour obtenir les réponses. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit répondre ici. Alors, j'aurais pu, pardon, hop, voilà. J'aurais pu faire un formulaire aussi pour faire ça, mais voilà, j'ai fait un document simple qui s'appelle statistique intro, tout simplement. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer un devoir. Donc, lorsque je crée un devoir, je vais mettre OK, donc vérifier l'absence en cas de plagiat. Hop, donc on peut aussi surveiller le plagiat. Titre, je vais mettre devoir numéro 1, hop, notion. Et ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter à ce devoir un document, voilà, qui s'appelle statistique intro. Et alors, ce document, je vais pouvoir le définir comme consultable par les élèves, modifiable par les élèves, donc ça va être des documents utilisés en commun, ou alors je peux dire, bah, tiens, je crée une copie par élève. D'accord, faire une copie par élève. Ensuite, sur mon devoir, je vais pouvoir aussi évaluer, par exemple, le niveau, je vais dire que ce sera une note sur 20. Je vais pouvoir définir une date limite de remise du devoir. Ah, je crois qu'Abdel me rejoint. J'ai entendu un petit bip. Oui, Abdel participe à l'appel. Ah, il est reparti. Dommage. Alors, je reviens. Donc ici, je vais mettre une heure, une date, heure limite de remise du devoir, par exemple. Okay, ce qui fait qu'en fait, les étudiants vont être informés de ça. Je peux même créer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, on peut créer aussi des grilles d'évaluation. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis là, ce que je peux faire, c'est soit publier tout de suite mon devoir, soit programmer la publication du devoir. Donc moi, je peux, en tant qu'enseignant, préparer tout ça, préparer mes supports, préparer mes devoirs, etc. Et puis ensuite, décider du moment où je vais publier mon devoir. Hello Abdel, ça va? Voilà, super. Merci d'avoir fait coucou. Je repars sur mon devoir que je vais publier. À bientôt. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais publier le devoir en direct pour vous montrer un petit peu. J'aurais pu mettre aussi des instructions. Donc là, ce qui se passe, c'est que on publie le devoir et donc ici, si je vais voir ce qui s'est passé dans mon Drive, je vois que j'ai ici un dossier qui a été créé. Ce dossier, si je regarde un petit peu comment il est partagé, ça peut être intéressant. Je vais voir qu'il est partagé avec des groupes, en fait. Hein. Donc ça, c'est des règles qui sont effectuées pendant, à travers la console d'administration. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'un étudiant va aller se connecter, eh ben, il va pouvoir accéder au devoir. Alors, attendez, je vais faire une petite tentative. Je crois qu'Abdel m'avait donné un compte étudiant test. Faut que je retrouve vite fait.
parce que ça va être plus sympa de faire le test avec un vrai compte étudiant. Celui-ci, voilà. Donc là, cet étudiant-là, copier. Je vais voir si je peux le retrouver dans ma classe. Hop. Je vais revenir ici, participant. Je vais essayer d'inviter cet élève. Oui, Peter. J'invite Peter. Inviter Peter. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai invité Peter et du coup, on va voir tout à l'heure ce que Peter voit, lui, de son côté. Ok, donc là, en fait, sur ce cours, on voit que j'ai un lien Meet, j'ai un code aussi qui permet de partager le cours. On a un devoir ici. Sur ce devoir, pour l'instant, on voit qu'aucun étudiant n'a pris ce devoir et aucun n'a non plus remis ce devoir. Si je vais dans Google Agenda, voilà. On voit en fait qu'on a un agenda qui a été créé pour ce devoir. Et je crois que j'ai mis 30, il me semble que c'était le 30. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai un rendez-vous qui me permet en fait d'accéder directement, quand je clique sur ce lien, d'accéder directement à mon devoir. Donc, quand je vais être étudiant, ça va être pareil. Alors, le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir me connecter en même temps en tant qu'étudiant. Et si je referme, j'ai peur en fait j'ai peur que le streaming s'arrête si je passe sur le compte de l'élève en question. Et là, je ne crois pas que je vais pouvoir me connecter. Alors, est-ce que on va utiliser le chat? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le chat pour voir avec Abdel. Abdel, peux-tu te connecter avec le compte test? Donc là, c'est ce compte. Et venir. Alors, je vais faire une visio avec Abdel. Ça va être intéressant. Abdel, est-ce que tu peux revenir sur la visio si tu m'entends? Ça va être super. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une simulation de cours avec Abdel. Il nous reste 14 minutes, donc on va avoir le temps de faire ça. J'espère qu'il est derrière son ordinateur. Je vais l'appeler pour voir. On va essayer de gagner du temps. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, en attendant que ça se fasse, c'est que vous allez recevoir en fait un questionnaire pour poser des questions et pour aussi évaluer cette première présentation. Abdel? Ouais, tu peux te mettre sur la visio? Merci. Ouais. Voilà, donc Abdel va se connecter. Oui, donc j'étais en train de vous dire, pardon, vous allez recevoir un formulaire qui vous permettra de poser vos questions auxquelles on répondra. Et puis voilà, sur la visio. Oui, merci. Alors, Abdel est là. Abdel va se connecter. Peut-être que tu peux couper ton haut-parleur, ouais, parce que comme ça, et en plus, il y a un décalage. Un formulaire qui vous permettra de… Voilà, tu es là. Est-ce que tu peux… Alors, est-ce que tu es connecté avec le compte étudiant, Abdel? Abdel va se connecter. Peut-être que tu peux couper ton haut-parleur. Ouais. Ouais, c'est le haut-parleur qu'il faut que tu coupes, mais pas le micro. Tu peux allumer ton micro, Abdel. Voilà. Je vais essayer de me connecter. Ouais. Et du coup, après, il faudra que tu partages ton écran une fois que tu seras connecté. Alors, en fait, pour te connecter, tu peux utiliser Abdel, fenêtre de navigation privée.
que tu peux couper ton haut-parleur, ouais. Oui, mais si je coupe Ouais, le c'est haut-parleur, c'est je le n'entends plus haut-parleur rien. qu'il faut que tu coupes, mais pas le micro. Tu peux Ah oui, bon, bah alors c'est pas grave, continue comme ça. Donc en fait, dans nouvelle fenêtre de navigation privée, ici, après, faudra que tu vas sur google.com, enfin, et tu te connectes avec l'étudiant, le compte de l'étudiant. Alors en fait, pour te connecter, tu peux utiliser la fenêtre de navigation privée. Tu peux couper ton haut-parleur, ouais. Oui, mais si je coupe Ouais, le haut-parleur, c'est je le n'entends plus haut-parleur rien. qu'il faut que tu coupes, mais pas le micro. Ah oui, bon, bah alors c'est pas grave, continue comme ça. Donc en fait, dans nouvelle fenêtre de navigation privée, ici, après, faudra que tu vas sur google.com, enfin, et tu te connectes avec l'étudiant, le compte de l'étudiant. Alors en fait, pour te connecter, Est-ce que tu peux partager ton écran, Abdel, avec nous? la fenêtre de navigation privée. Tu peux couper ton haut-parleur, ouais. Oui, mais si je coupe le haut-parleur, je n'entends plus rien. Il faut que tu coupes, mais pas le micro. Ah oui, bon, bah alors c'est pas grave, continue comme ça. Donc en fait, dans nouvelle fenêtre de navigation privée, ici, après, faudra que tu vas sur google.com, enfin, et tu en attendant, on va fermer les choses. Alors en fait, pour te connecter, est-ce que tu peux partager ton écran, Abdel, avec nous? La fenêtre de navigation privée. Tu peux couper ton haut-parleur, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Ton écran. Ah, mais attends 2 minutes, je ne suis pas encore connecté. Donc en fait, dans nouvelle fenêtre de navigation privée, ici, tu vas sur google.com, enfin, et tu te connectes avec l'étudiant. Alors, en attendant, ce que je vais faire, c'est, je voulais vous montrer quand même aussi quelque chose d'intéressant, c'est que là, j'ai beaucoup parlé des documents en format Google, donc vous avez compris la puissance de ces documents. Par contre, il se peut que vous ayez aussi des documents en format Word, par exemple, le document DocX, ça se stocke aussi de la même manière dans l'environnement. Alors, ça avance. Ah, super, Abdel, on voit bien ton écran maintenant. Alors, tu veux le mot de passe de l'étudiant en question ou tu le connais? Donc, vous avez compris la puissance de ce document. Par contre, il se peut que vous ayez aussi des documents en format Word, par exemple, le document DocX, ça se stocke aussi de la même manière dans l'environnement. Alors, ça avance. Le mot de passe, je peux te le donner si tu veux. On voit bien ton écran maintenant. Alors, tu veux le mot de passe de l'étudiant en question ou tu le connais? Si, je dois le connaître, mais il faut juste que je récupère. Par contre, il se peut que vous ayez aussi des documents en format Word, par exemple, le document DocX, ça se stocke aussi de la même manière dans l'environnement. Alors, ça avance. Le mot de passe, je peux te le donner si tu veux. On voit bien ton écran maintenant. Ah, mais j'ai perdu un truc. Alors, le mot de passe. Si, je dois le connaître, mais il faut juste que je récupère. Tu le changeras, je te le donne. Vas-y. Dans le chat. Hop. Ça se stocke aussi de la même manière. Ah, il manque un égal, ok. Je sais ce que c'est. Alors, le mot de passe, je pense que ouais, c'est bon, je l'ai ça. Ah, mais j'ai perdu un truc. Alors, le mot de passe. Si, je dois le connaître, mais il faut juste que je récupère. Tu le changeras, je te le donne. Égal. Vas-y. Dans le chat. Hop. Voilà, j'y suis. Super. Alors là, l'idée, c'est que tu vas dans Classroom. Je sais ce que c'est. Alors, le mot de passe, je pense que ouais, c'est bon, je l'ai ça. Ah, mais j'ai perdu un truc. Voilà, donc là, on a l'invitation à rejoindre le cours, donc tu peux rejoindre le cours. Tu rejoins le cours. Je t'entends plus là, moi, mais voilà, rejoindre le cours, parfait. OK. Tu fais OK, OK, OK. Et donc là, en fait, tu vas aller dans Travaux et devoirs, au-dessus, à côté de Flux. Travaux et devoirs tout en haut, à côté de Flux, au-dessus du grand bandeau bleu, voilà. Et là, voilà, tu as ton devoir numéro 1. Donc, tu peux cliquer sur le devoir numéro 1, là. Voilà, très bien. Et donc, tu peux ouvrir le document. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, le document ici est bien au nom de Peter Parker. Donc, on a bien un document par étudiant qui va être créé. Donc, tu peux mettre une réponse. Est-ce que tu as une idée de l'époque à laquelle la notion de statistique est née?
Peut-être tu peux mettre j'en ai aucune idée, voilà, et tu remets tu remets tu complètes dans la case en dessous la réponse. Répondre ici, tu complètes. Vas-y. Quelle est ta réponse? Très bonne réponse. Alors, on verra quelle note tu auras. Et là, en haut à droite, à côté de partage, le bouton bleu, tu peux remettre ton devoir. Donc là, tu cliques sur remettre le devoir. Et OK, tu peux faire OK. Et donc là, on te dit, est-ce que tu veux bien rendre ton devoir avec les pièces que tu as complétées. Et donc là, le devoir est remis. Merci beaucoup, Abdel. Je vais pouvoir reprendre la main de mon côté. Tu peux arrêter ton partage d'écran. C'est génial. Et moi, je vais reprendre ma présentation pour terminer. Ici, donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de comment dire, de chez moi, en fait, on va voir ici que j'ai un élève qui m'a remis, un étudiant qui m'a remis un devoir. Et donc, je vais pouvoir aller consulter en fait ce devoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une navigation qui va me permettre, dans le cas où j'ai plusieurs devoirs à corriger, qui va me permettre de passer d'un devoir à l'autre. Et quel que soit le statut du document travaillé. C'est-à-dire que je peux aussi imaginer accompagner un devoir ou un mémoire, par exemple, et faire des revues de mémoire avec les étudiants en cours de route. Donc ça, c'est aussi extrêmement pratique. Donc je vais pouvoir, dans ce devoir, je vais pouvoir aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mettre des notifications. Peter Parker, voilà, hop. Donc là, je lui mets bonne idée, pas mal, bien vu, voilà, bien vu. Ça, c'est sûr, c'est bien vu. Je sais pas si c'est bien vu, peut-être comme ça. Je commente le devoir. Et donc, on va pouvoir interagir comme ça aussi en mode top réponse. Voilà. Je peux publier la réponse. Je vais mettre une note, je mets 18 parce que moi j'adore quand on est fin comme ça. Donc là, j'ai corrigé mon devoir, mais pour l'instant, je n'ai pas encore remis le devoir. Donc ce que je peux faire, c'est dire, je rendrai plusieurs devoirs à la fois, donc j'attendrai d'avoir tout corrigé pour rendre mes devoirs, ou alors je rends ce devoir en particulier. Voilà, tout simplement. Alors, si on regarde au niveau du drive, vous voyez que dans le drive, ici, je vois la réponse, le devoir de Peter apparaît aussi. Et si je reviens maintenant dans Google Classroom, je vais pouvoir… alors, paf, pardon. Tac. Je vais pouvoir ici revenir sur mon cours et donc voir où est-ce qu'on en est au niveau des notes, des notifications sur ce devoir. OK, donc là, hop, voilà, on voit qu'on a un devoir noté, on a la note qui est ici, etc. Voilà. Donc, voilà pour l'introduction, on va dire, à Classroom. On peut faire énormément de choses, notamment ce qui est intéressant, les QCM, c'est magique. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets ultérieurement. Ma présentation va s'arrêter ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je remercie infiniment Abdel de sa contribution en live à l'animation de ce webinaire. On a filmé aussi, on a enregistré le webinaire, donc vous aurez l'occasion de le revoir ou de le partager pour cette première introduction aux outils de Google. Et donc, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, ainsi qu'un excellent week-end ensoleillé. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage pour cette rentrée 2020-2021. Au revoir.